Chers amis, nous nous retrouvons comme toutes les 4 semaines pour un nouveau libre journal de la résistance française. À mes côtés, mes complices, oserais-je dire, si je voulais passer pour un Dominique Strauss-Kahn ou un Nicolas Bazir. Et donc, notre ami le Marquis, Jean-Paul Ferriguez-Zolmétal. Bonsoir. Voilà, et Henri Dubosc, directeur des bulletins de réinformation de Radio Courtoisie du vendredi et du samedi. Bonsoir. Voilà. Alors, on a un programme assez simple aujourd'hui, beaucoup moins compliqué qu'à certaines émissions. Il y a eu 8 ou 9 invités. En première partie, j'ai le plaisir de recevoir Louis Alliot, qui est vice-président du Front National et directeur opérationnel de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Et en seconde partie, donc de 19h30 à 21h, je recevrai Piero San Giorgio, qui est suisse, mais qui parle bon, évidemment l'italien, mais qui parle absolument parfaitement le français, qui dirige une société de conseil en développement et qui vient de publier un ouvrage tout à fait étonnant, et je vous recommande d'écouter la seconde partie de l'émission, qui s'appelle « Survivre à l'effondrement économique ». Et c'est un manuel pratique. Voilà. On en a besoin. Oui, je crois que c'est, enfin, c'est en plein dans l'actualité parce que on aborde depuis plusieurs émissions les questions économiques et financières. Et là, avec la faillite de la Banque Dexia, on sent et la mise en cause du triple A de la France, on sent que ça se rapproche. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à peu près 1h30 avec Louis Alliot, que je remercie d'être venu au micro de Radio Courtoisie. J'avais reçu Jean-Marie Le Pen au mois de juin. Je reçois donc maintenant Louis Alliot, qui est vice-président du Front National. Alors, Louis Alliot, on pourrait dire que Marine Le Pen est absolument terrible parce qu'elle phagocyte toutes les émissions de télévision. Et c'est vrai que on pourrait dire que c'est pire qu'avec Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire que tous les journalistes veulent la voir, etc. Et je dirais, bon, je vous mets pas en cause, hein, évidemment, mais qu'on vous voit quand même plus rarement sur les grands écrans. Alors, vous êtes relativement connu à Radio Courtoisie, mais je vais quand même vous demander tout d'abord, parce qu'il y a toujours des jeunes, il y a toujours des gens qui rejoignent Radio Courtoisie, qui vous connaissent pas forcément, donc de vous présenter un peu, parce que vous occupez un poste éminent, et rappeler un peu votre carrière à l'intérieur du Front National. Écoutez, bonjour à tous d'abord. Je suis originaire de l'Ariège, à la frontière avec l'Andorre, petit pays socialiste depuis des lustres, dont est d'ailleurs issu Monsieur Bell, le nouveau personnage important de l'État, enfin entre guillemets important. J'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, je suis par ailleurs docteur en droit public et avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, puisque élu dans la région Languedoc-Roussillon, élu de Perpignan. Je suis au Front National depuis 1989, où j'ai occupé diverses fonctions et successivement, depuis que j'ai été directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, juste après la crise de 99, j'ai été secrétaire général en 2005 et aujourd'hui vice-président chargé du projet. Et donc à ce titre, je m'occupe de la campagne présidentielle de Marine. Voilà. Donc, où en est le Front National ? Écoutez, le Front National se porte plutôt pas mal, puisque petit à petit, nous récupérons le terrain perdu, il faut bien le dire, et nous allons atteindre très certainement, peut-être ce mois-ci, les 50 000 adhérents, chiffre jamais atteint par le mouvement, même à la grande époque, et ce qui prouve qu'il y a quand même une certaine dynamique qui s'est créé derrière Marine et qu'il y a une attente du peuple français sur, on pourrait dire, une nouvelle génération politique. La France, je crois qu'il faut rappeler quand même qu'il y a, on peut dire, il y a 2 ans, en janvier de cette année, il y a eu à peu près 22 000 participants. On n'a plus que doublé. Et donc, on disait déjà qu'à l'époque, ça avait doublé. Non, ça avait doublé, mais c'était absolument étonné. Bon, on va pas trahir de secret, mais enfin, en gros, il y avait 12-15 000 adhérents, pas plus. C'était monté aux alentours donc de 23 000, et depuis, ça n'a cessé d'augmenter. Donc, il y a une véritable. Je parlais effectivement avant de parler de la situation politique électorale, vraiment la situation du front. Oui, donc lié, pour le moment, ça rentre. Il y a les adhésions rentrent. Les adhésions rentrent, c'est lié puisque le chiffre des régionales, personne ne s'attendait à ce que le Front National soit au 2e tour d'élections régionales, à peu près 17-18% au niveau national, dans des régions
Bon, évidemment le Nord, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, la région PACA, etc. Sur la moitié des régions, le Front avait fait plus de 17%. Et puis la grande chose, ça a été les cantonales, l'élection la plus difficile pour un mouvement politique comme le nôtre. Et là, sur les 200 second tours qu'il y a eu, le Front National en moyenne a fait plus de 35%. Et évidemment, là... et a frôlé à de nombreuses reprises les 45-50%. Oui. Les scores ont été très élevés au second tour, et c'est très intéressant, enfin, électoralement parlant, en sciences politiques, de voir qu'il y a un réservoir d'électeurs énorme. Énorme, qui viennent d'ailleurs, et c'est là où c'est important, un réservoir qui est de gauche ou de droite. Lorsque le candidat du Front National était opposé à un candidat socialiste, il a en général fait le plein des voix à droite. Mais lorsque le candidat du Front National était contre un candidat de l'UMP, il a fait aussi le plein des voix sur sa gauche. C'est ça qui est important. Alors, on va parler tout à l'heure effectivement des questions électorales, mais je voudrais qu'on revienne un peu au parti. Qui sont ces nouveaux adhérents? Parce que est-ce que c'est des gens par exemple qui avaient quitté le Front, qui avaient rejoint par exemple le MNR, qui avaient été dans d'autres partis, des gens qui considéraient qu'il n'y avait aucune chance d'arriver au pouvoir, ou est-ce que ce sont plutôt des nouveaux? Non, ce sont des nouveaux qui sont victimes de plein fouet de la crise économique. Le plus souvent, ce sont des personnes issues des classes populaires. Ce sont des personnes qui ont été le plus souvent victimes dans leur région. Mais là aussi, il faut regarder la géographie, parce que l'adhérent de l'ouest du pays n'est pas le même que l'adhérent du sud, par exemple. Si vous prenez les nouveaux adhérents qui viennent de l'ouest, la façade atlantique, par exemple, vous voyez que c'est plus un électorat traditionnel de droite, villiériste, souverainiste, catholique, revendiqué, etc., ou ancien UMP. Si vous prenez sur le pourtour méditerranéen, par exemple, ou même dans le nord, c'est de nouveaux adhérents plutôt populaires et qui viennent de partout. C'est-à-dire à la fois déçus de l'UMP, mais aussi, et beaucoup, déçus du Parti socialiste et déçus du Parti communiste. Ils ne se reconnaissent plus dans ce système financier, dans ce système économique, et ils sont évidemment en rupture avec l'immigration telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Donc en fait, ce ne sont pas des gens très formés politiquement. Voilà, ils ne sont pas formés politiquement. Certains reviennent évidemment, de diverses manières. Et il y a tout le milieu souverainiste qui est orphelin. Philippe de Villiers aujourd'hui n'est plus, entre guillemets. Charles Pasqua est à la retraite, ou plus ou moins, et ces gens-là sont un peu dans la nature éparpillés, et aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'amorce derrière Marine Le Pen, et pour les élections législatives, nous sommes en train de négocier une plateforme de gouvernement sur des idées qui ne sont pas négociables, on en parlera peut-être tout à l'heure, et sur ce point-là, je pense que nous allons récupérer aussi beaucoup de personnes qui étaient jusqu'à présent dans le milieu souverainiste. Mais la plupart et la grosse masse, c'est monsieur personne, c'est-à-dire des gens qu'on ne connaît pas. Et évidemment, là, le Front National a une responsabilité particulière de les former. Et de les former à tout le corpus et doctrinal, et d'idées, et politique, et économique, et de tout ce qui fait la spécificité d'un mouvement politique aujourd'hui. Oui, et en plus, c'est peut-être un peu complexe, parce que d'une part, on peut le dire, je constate qu'il y a quand même un manque de cadres, parce qu'il y a beaucoup de cadres qui sont partis, et d'autre part, il y a quand même une nouvelle doctrine. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles doctrines. Vous savez, moi je suis rentré en 90 au Front National, j'espère qu'on en parlera. On me dit toujours, oh là là, ça a changé, etc. Pas beaucoup plus que ça. Moi je suis rentré au Front National en 89, mais j'ai commencé à militer en 90. Il y avait, par exemple, sur les gaullistes. Quand je suis rentré en 90 au Front National, il y avait des gaullistes revendiqués. La seule différence qu'il y avait avec ces gaullistes de l'époque, c'est qu'il y avait le problème avec l'Algérie. Je veux dire, quelqu'un comme Jean-Baptiste Biaggi, par exemple, des gens comme ça, étaient des gaullistes de 40, qui ensuite sont devenus, par justement les drames de l'histoire, autre chose, mais ça existait au Front National. Moi, j'ai tout connu au Front National. Non, je pense plutôt à la doctrine économique, par exemple. Ah, ça, c'est autre chose. Mais la doctrine économique... Pour dire qu'il y a quand même une nette évolution, donc c'est pas évident de trouver les nouveaux cadres qui sont formés. Oui, mais la doctrine économique, elle, si vous voulez, elle évolue avec le contexte. Les idées de 86 et le programme du Front National de 86 très réganien, ne sont plus aujourd'hui d'actualité. Et le virage, entre guillemets, social a été pris
je dirais vers les années 95, où la première campagne contre la mondialisation de l'économie, les premières études sur l'électorat lepéniste, souvenez-vous, c'était Perrineau, les gauchos lepénistes, hein, où on avait eu déjà 30% du monde ouvrier qui avait voté Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle de 95. C'est-à-dire le virage économique et social date de cette période, tout simplement parce que la situation générale, la situation économique et sociale commençait à se gâter à partir de ces années-là. Oui. Enfin bon, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais enfin bon, je pense que c'est quand même économiquement et socialement, il y a eu un véritable virage avec l'arrivée de Marine Le Pen, enfin de l'accession à la direction du parti. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de prises de position qui vont quand même une espèce de défense des fonctionnaires, la nationalisation éventuelle des banques, la nécessité de contrôler les intérêts vitaux de la nation comme la SNCF, la Poste, etc. Bon, c'est quand même un changement assez net par rapport à avant. Moi, je le regrette pas du tout. Je trouve ça remarquable et excellent. Donc, je vais pas aller pleurer. Mais on peut dire qu'il y a eu quand même un changement par rapport à la. Oui, mais il était latent dans le Front National. Je veux dire, c'était latent. Les services publics qui ont été dévoyés par la gauche, il faut le dire, et le syndicalisme en général de la gauche, font partie de la souveraineté nationale, de l'État. L'État doit pouvoir avoir son mot à dire dans des choses très importantes. Par exemple, pour l'aménagement du territoire, qui est une notion très importante, l'aménagement du territoire, c'est tout ce qui concerne les transports. Il est aberrant que l'État se désintéresse de ce que fait la SNCF ou autre. L'électricité, l'énergie, c'est un secteur stratégique de l'État. On ne peut pas laisser comme ça le nucléaire en liberté, à la portée de n'importe qui, des marchés financiers, de l'étranger, et je ne sais quoi. Et ainsi de suite, sur tous les secteurs stratégiques qui font partie de ce que l'on appelle les services publics à la française. Sur l'école, puisque vous avez parlé de défense des fonctionnaires en général, il y a un malaise dans l'école. Plus nous mettons de moyens dans l'éducation nationale, et moins nous avons de résultats. Il y a bien des causes à cela. Et les causes, elles sont diverses, mais c'est vrai que la fameuse école des hussards noirs, entre guillemets, parce qu'on pourrait en discuter, elle a explosé, elle n'existe plus, c'est terminé. Je suppose que Jules Ferry doit se retourner dans sa tombe depuis bien longtemps, et aujourd'hui, justement, il faudrait revenir c'est même pas à des valeurs, c'est à des principes, à du bon sens. C'est à du bon sens, mais à du courage aussi, parce que pour faire des réformes aujourd'hui dans l'éducation nationale, il faut que ce soit clair. C'est sclérosé par un monde syndical qui ne représente que lui-même d'ailleurs, hein, et donc il faudra très certainement passer directement par la sollicitation du peuple pour remettre une éducation nationale ou une instruction publique digne de ce nom. Très bien. Alors on parle aussi, enfin on en parle un peu, ça a été mis en tout cas en exergue un peu par la presse, l'arrivée au Front National d'un certain nombre de souverainistes. Soit, entre guillemets, de droite, pourrait-on dire, Paul-Marie Couteau, enfin les équipes du RIF, de certains anciens chez Pasqua aussi. Chez Pasqua, chez Villiers, etc. Bon. Et puis d'autre part, mais ça a été plus mis en avant, d'anciens chevènementistes, MRC, je pense actuellement au nouveau directeur de campagne stratégique de Marine Le Pen. Florian Philippot, qui lui vient plutôt, semble-t-il, il était président de l'association de soutien à Jean-Pierre Chevènement dans les grandes écoles. Oui. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a jamais milité dans la droite nationale précédemment. Non, c'est vrai, mais il était. Et est-ce que sur le terrain, c'est la même chose? Vous avez des gens qui viennent d'un peu partout. Ou est-ce qu'il y a surtout des gens qui n'étaient pas politiques? Il y a l'ancien directeur de cabinet Jean-Pierre Chevènement, Bertrand Dutheil de La Rochère, par exemple. Qui vient du Parti communiste. Qui vient du Parti communiste, voilà. Mais qui, sur les idées du Parti communiste pendant longtemps. Qui discute aujourd'hui sur l'État, sur le retour de l'État, sur la nation, sur tout ce dont on vient de parler là, qui est tout à fait dans cette volonté de remettre l'État à sa place, et par cette voie-là d'ailleurs de remettre la France à l'endroit. Parce que c'est ça aujourd'hui. Donc que ces gens-là viennent aujourd'hui dans une campagne présidentielle au soutien d'un candidat, très honnêtement, n'a rien d'extraordinaire. On a vu ça aussi par le passé avec Jean-Marie Le Pen, qui arrivait à rassembler autour de lui des personnes d'horizons très, très divers, très différents. Mais là, c'est vrai que du côté de Jean-Pierre Chevènement, les troupes sont un peu doutent beaucoup. Le OMRC, je connais beaucoup de personnes. Ils partagent bon nombre de nos idées, entre guillemets, souverainistes et quelquefois même identitaires. Mais ils ne se reconnaissent plus dans la gauche telle qu'elle est aujourd'hui, représentée par M. Hollande et consorts. Et j'allais dire, le grand écart, il est plus du côté de Chevènement avec la gauche
que du Front National avec les chevènementistes. Oui, mais enfin, là, Jean-Pierre Chevènement, il est en train d'être récupéré par la gauche. Oui, bien sûr. Parce que normalement, bon, il va être président de la commission oui. de la défense. En fait, c'est un truc poli pour éviter qu'il se manifeste. On avait vu quelques affiches qui voulaient être un nouveau candidat, même si c'était peu plausible, mais plutôt pour essayer de retenir un peu ses troupes. Ben, c'est le drame du système démocratique, ça, et de la République en général. C'est que des gens de qualité, hein, des gens intelligents, qui sont pas sots, à un moment donné. Jean-Pierre Chevènement, là. Oui, bien sûr. Mais c'est normal. Et d'autres, attendez. Il vient de Patrie et Progrès, qui était un mouvement. Et d'autres, à un moment donné. Socialiste et nationaliste, même privilégient leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt national et général. C'est un peu comme Philippe de Villiers. C'est-à-dire, à un moment donné, il a préféré être seigneur en Vendée plutôt que de venir grossir les rangs du mouvement national en général et d'être en rupture avec le RPR, l'UDF, avec le mouvement de droite dite traditionnelle. Voilà, c'est déjà à un moment donné, ils ont fait un choix. C'est un choix. Nous, on a fait le choix inverse. C'est-à-dire, on a fait le choix de s'engager au Front National ou d'aller dans le mouvement national en sachant que nous serions bannis, nous serions des parias, nous serions diabolisés. Mais petit à petit, les choses avancent et de moins en moins, nous sommes, il faut bien le dire, diabolisés au sein de l'opinion. Oui, on a l'impression que ça fonctionne plus tellement, la diabolisation. Bon, elle est toujours, c'est une espèce de rhétorique classique. Bon, enfin, on pourrait dire qu'on s'en rend bien compte. Tout le monde le dit, les gens se lâchent. Les gens se lâchent. Les gens disent ce qu'ils pensent. Les gens se Peut-être lâchent. Pas tout ce qu'ils pensent, mais enfin, ils en disent une partie. De plus en plus, parce qu'il faut bien le dire aussi, il y a plusieurs choses. Il y a le contexte international qui fait que depuis le 11 septembre, par exemple, parce qu'il y a ça, personne ne l'a mesuré, depuis le 11 septembre, sur l'islam, sur le monde arabe, etc., là, pour le coup, la parole s'est libérée. Et ce ne sont pas les gens du Front National qui tiennent des propos absolument incroyables. Ce sont des gens qui viennent d'horizons très différents. Je crois que c'était l'éditorialiste du Point, comment s'appelle-t-il, Claude Humbert, qui avait dit « je suis islamophobe », revendiqué, par exemple, des choses comme ça, qu'on n'aurait pas entendues. Et évidemment, dans la société française, ça porte le phénomène de l'islam, la crainte de l'islam dans la société française est quelque chose aujourd'hui qui est une réalité. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ça vient directement de l'affaire du 11 septembre. Oui, c'est ce qui ressort dans les sondages, effectivement. Et d'ailleurs, à mon avis, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002 est due aussi beaucoup à cet événement et à la peur qu'a suscité à un moment donné le terrorisme international, etc. Et tout le mouvement qui a été fait et toute la manipulation aussi qui a été faite dans les esprits concernant cette affaire. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu manipulation des esprits, on en parlait à la dernière. Mais d'un autre côté, si vous voulez, on ne peut pas manipuler non plus éternellement en disant le Front National c'est pas bon, c'est fasciste, etc. Alors que depuis, on sait, et je crois que là aussi ça a beaucoup libéré les esprits sur le passé sulfureux de François Mitterrand. Je crois que là aussi on n'a pas mesuré dans l'esprit des Français trop bien ce que ça a provoqué. Parce que pendant qu'on critiquait Jean-Marie Le Pen en lui décernant des brevets de nazisme, on avait sous nos yeux un président de la République élu qui, lui, avait une responsabilité indirecte, hein, on peut dire, mais enfin qui avait baigné dans... qui avait été décoré de l'ordre de la France. Et voilà, donc... Et à qui on avait proposé, enfin vous le savez sans doute, mais à qui c'est paru qu'à un seul endroit, même pas dans le livre de Péan, c'est paru dans le livre de Jean-Pierre Azéma, qui est un ami personnel de la famille Mitterrand, qu'on lui avait proposé la direction du commissariat général aux questions juives. Il avait habilement refusé. Enfin, il était considéré quand même suffisamment sûr pour qu'on lui propose. Oui, et c'est vrai que ça a peu été mis en exergue par la suite. Donc si vous voulez, les Français font le bilan aujourd'hui. Voilà, on aura quand même, et c'est ça qu'il faut retenir, on aura, je ne vais pas dire criminalisé, mais porté comme ça devant le tribunal du peuple immédiat, devant l'information, un homme qui n'avait aucune responsabilité dans rien. Je veux dire, qui était chef de mouvement, qui faisait entre 15 et 20%, qui n'avait pas de responsabilité dans tous les drames de l'histoire, qui n'avait quoi comme seule faute de s'être engagé pour son pays, y compris les armes à la main, parce que c'est ça. Mais il n'avait pas tripatouillé dans les comptes de la République, il n'était pas ministre, il n'a pas été député des partis de gouvernement, il ne détenait pas de région, voilà, il était chef d'un parti protestataire, contestataire, hors système, et c'est pour cela qu'il a été diabolisé. Et la diabolisation, c'est ça, c'est le fromage, le gâteau républicain, à mon avis, il est gras, et ils ne veulent pas partager, voilà, tout simplement, et ça aussi, c'est un élément qui aujourd'hui est en train, je crois, d'être perçu par l'opinion. On le voit bien dans la crise aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui profitent du système, mais il y a de plus en plus de gens qui en souffrent et qui le subissent, et ça ne durera pas comme les impôts, comme on disait avant.
Alors, avant de parler donc de l'élection présidentielle, je voudrais qu'on parle d'un événement qui va se produire après, qui sont les élections législatives, qui pourront, on peut se poser la question du résultat qu'il y aura à l'élection présidentielle, mais je crois on peut ne se faire c'est pas une erreur de penser que le Front National va faire un excellent score, voire un très bon score aux élections législatives, puisqu'on a l'exemple des cantonales. Oui, j'ai même vu ce matin dans un journal. Donc je pense que moi, personnellement, le Front National aura un certain nombre d'élus députés à partir en juin 2012. Ça me paraît évident, parce qu'au vu, quand on voit le nombre de cantons dans lesquels le Front National a dépassé 45%, ce qui est absolument colossal, on peut considérer que la situation économique allant en se dégradant, les hommes politiques étant de plus en plus démonétisés, le Front National théoriquement augmenté le vote en sa faveur. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous allez trouver suffisamment de candidats, je vais être très méchant, qui tiennent la route? Parce que c'est vrai que, c'est pas une critique, mais on voit très bien aux élections, par exemple cantonales, on voit aux précédentes élections qu'en général, les gens qui s'engagent, on sait très bien que quand on s'engage au Front National, on va être grillé. Parce qu'on risque d'être de perdre son travail, d'être licencié, d'être démonisé, etc. Donc souvent, les gens qui ont été mis en avant parce qu'ils acceptaient de se présenter étaient des gens qui étaient soit des retraités, soit des gens qui étaient plus ou moins autonomes, mais pas des gens de premier niveau souvent, parce qu'ils n'en avaient pas la possibilité. Ceux qui auraient pu, des chefs d'entreprise par exemple, ils sont sûrs d'être grillés s'ils se présentent pour le Front National. Donc est-ce que vous pensez pouvoir trouver suffisamment de gens pourrait-on dire, brillants, cadres, compétents pour se présenter. Avant que vous laissiez parler, je vous dirais, j'ai été assistant parlementaire du Front National en 86, entre autres activités. Bon. Et je dois dire, pour les auditeurs qui seraient horrifiés par ce que je viens de dire, que les 35 députés du Front National tenaient largement la route par rapport aux autres, parce que on n'imagine pas la médiocrité des hommes politiques qui sont en place. Et il y avait toute une équipe en 86 avec des gens très très bons, bons orateurs, capables de préparer beaucoup d'amendements, etc., à défaut de faire voter les lois, qui étaient très compétents. Souvent plus compétents qu'on ne croirait, et parfois on a un peu une espèce de syndrome d'échec. Pour en venir, il y a quand même beaucoup de cadres qui sont partis à l'époque du MNR, qui sont pas revenus. C'est plutôt la partie la plus populaire qui est restée au Front National. Parce que comme ils étaient plus simples, ils n'envisageaient pas de trahir. C'était très simple. C'est caricatural. Non, mais quand il suffit de voir ce que sont devenus les gens du MNR, ils se sont, en général, ils ont réintégré des partis du type l'UMP, du type Philippe de Villiers, etc. Ils se sont très bien reclassés. On voit très bien. Pas tous, mais on voit certains qu'un certain nombre se sont reclassés, simplement parce que beaucoup étaient des cadres. Donc un cadre qui est déjà formé politiquement envisage de faire autre chose, alors qu'un ouvrier syndiqué membre du Front National, il n'envisage pas d'aller à l'UMP. Enfin, moi, ça m'a toujours paru être une évidence. Oui, donc, est-ce que vous pensez avoir, parce que j'ai vu, vous allez ouvrir un certain nombre, je sais pas, 25% des circonscriptions, à des gens qui ne sont pas membres du Front National. Qui ne sont pas membres du Front National, mais là, ça pose un problème de la démocratie. On n'est pas là non plus pour faire une démocratie de cadre. Et pour mettre une élite au Parlement dont on a vu aujourd'hui ce qu'elle a fait de la France. Parce que si on a eu des gens compétents en France dans les partis, mais regardez par qui sont colonisés les bancs de l'Assemblée nationale. C'est en général le fonctionnariat, qui est parce que c'est la seule manière de pouvoir faire de la politique, être fonctionnaire en France. Si vous êtes de profession libérale ou chef d'entreprise, vous risquez votre vie, entre guillemets, votre vie sociale. Et donc, soit vous avez une richesse personnelle qui vous permet de faire campagne, de faire de la politique, soit vous êtes obligé de faire avec, et donc n'occupe le terrain de la politique que les fonctionnaires en général, quelques cas isolés évidemment, et puis quelques nantis. Est-ce que vous allez avoir des fonctionnaires? Oui, évidemment, on a des fonctionnaires, mais il faut de tout. Et je crois que la richesse aussi du Front National, c'est d'aligner des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, il en faut, mais aussi des artisans, des commerçants et même des ouvriers. Et des gens autres, des mères de famille. Il n'y a pas non plus, de ce que vous avez dit, il faut des cadres. Mais des cadres pour quoi faire? Non, il faut des gens formés. Il faut des gens qui aiment la France. Et une fois qu'ils seront formés et qu'ils aimeront la France, ils l'aiment déjà, mais et qu'ils seront disciplinés, parce que là aussi on a quand même un problème dans le mouvement national, c'est qu'on veut rétablir l'ordre pour les autres, mais on n'est souvent pas capable de se l'imposer à soi-même. Ça pose quand même un problème même philosophique au camp national. C'est-à-dire on veut bien aller dire aux Français, nous on va remettre de l'ordre, etc.
Mais il faut bien le dire que dans la famille nationale depuis 30 ans, ça a quand même été, excusez-moi du terme, un beau bordel. Et heureusement qu'il y a eu Le Pen pour essayer de, quand même de rassembler tout ça à un moment donné. Donc il faut raison garder, mais c'est vrai que nous allons ouvrir à des souverainistes, non pas sur des critères de compétences, mais sur des critères d'idées. Lesquelles sont-elles? L'indépendance de la nation. Voilà, ça on ne transige pas avec l'indépendance de la nation. Ça, c'était donc les invariants non négociables dont vous parliez. Donc parlons-en maintenant. Alors, les invariants, c'est l'indépendance nationale, c'est la préférence nationale, et c'est lié à la préférence nationale, l'identité nationale. Bon, voilà, à partir de, si on est d'accord sur ces trois choses-là, on est d'accord sur beaucoup de choses. Mais je veux dire, on peut pas discuter l'indépendance nationale au prétexte que nous serions, par exemple, il y a certains chez nous qui disent il faut une grande Europe plutôt qu'une petite nation, des choses comme ça. Non, il faut partager quand même une conception de l'Europe des nations, de l'indépendance nationale, de la souveraineté du peuple. Là aussi, le référendum est quelque chose d'important. Ça fait 4 points qui ne sont pas négociables et qui semblent poser problème à nos concurrents de droite d'ailleurs. Vous avez vu, si la droite populaire s'agite en ce moment, c'est parce qu'elle est dans ses fiefs concurrencée par les candidats du Front National. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Mariani, Van Est, Lucas. Moi j'en ai un dans ma circonscription, dans les Pyrénées-Orientales à Perpignan, qui s'appelle Monsieur Mac. Ces gens-là sont élus ou ont été élus avec nos électeurs. Les gens qui ont voté traditionnellement Front National depuis des lustres, souvent. Et sur la côte méditerranéenne, avec un problème particulier, peut-être qu'on en dira 2 mots, avec le monde rapatrié. Voilà, Sarkozy a fait un carton dans ce monde-là en faisant des promesses inconsidérées qu'évidemment il n'a pas tenues, parce qu'il ne pouvait pas les tenir. Et ces gens-là se sont retrouvés, comme on dit en français, trompés, si je suis poli. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, sont en rébellion contre l'UMP, contre le système. Et je crois que de ce point de vue-là, le Front National a une crédibilité qu'il n'avait pas auparavant. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et je reçois ce soir Louis Alliot, qui est vice-président du Front National et directeur opérationnel de la campagne de Marine Le Pen. Alors, Louis Alliot, le programme. Parce que on a parlé, il y a eu souvent les gros médias, les grands médias, ironisaient sur le fait que, par exemple, pour le programme économique du Front National, il y avait marqué est en train d'être réécrit ou je sais pas quoi, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une quinzaine de jours, l'organigramme a été rendu public, des experts, l'état-major de campagne a été rendu public, et le programme doit être rendu public, c'est ça? Oui. Au cours d'assises nationales. Le 19 novembre. Qui doivent avoir lieu à Paris. Paris, à Equinox. À l'Equinox. Voilà. Et donc, ça sera une espèce de... Est-ce que ça sera c'est une journée, c'est un meeting? Alors, c'est une journée, ce sera... Ça sera le grand rassemblement. Ce sera un rassemblement des 1000. Et vous, Marine, présentera le programme à l'ensemble des personnes qui s'inscriront. Et le matin, il y aura un conseil national du Front National où seront présentés les différents chapitres de ce programme. Voilà, donc il va y avoir un véritable programme. Enfin, mais il y a toujours... Non, mais je sais bien, mais peut-être plus structuré, plus complet, plus... C'est-à-dire, je crois que l'effort apporté cette fois-ci sur le problème économique, puisque c'est vrai que nous étions décriés, nous étions raillés, on est Marine Le Pen, ceci, Marine Le Pen, cela. Aujourd'hui, nous en sommes à un point où M. Sarkozy dit dans 10 jours, le sort de l'Europe sera scellé. Et il a raison, parce que le sort de l'Europe, c'est en fait le sort de l'euro. Parce que la construction européenne qui a été celle de ces gens-là était une utopie. Ça n'existait pas, c'était un rêve. Ils ont bâti un rêve qui devient un cauchemar. Et donc il va falloir revenir au principe des réalités. Et le principe des réalités, c'est l'Europe des nations, l'Europe des coopérations, l'Europe des projets. Et on va très certainement revenir sur tout un tas de constructions purement théoriques. Et la monnaie en fait partie. Voilà, pour que la monnaie unique existât, il aurait fallu qu'il y ait une Europe, un État européen. Or, cet État n'existe pas. Et là, effectivement, ils arrivent devant un choix un peu cornélien, dont peut-être les Allemands seront les arbitres définitifs, soit un État fédéral européen, fédéralisme intégral, soit la sortie de ce système-là et la construction d'une Europe des patries qu'avait défendu en son temps le général de Gaulle. Voilà, c'est un choix il y a 2 choix. Et je crois évidemment que M. Sarkozy, aux ordres du mondialisme en général, va nous proposer l'État fédéral européen.
dont on sait qu'il n'est pas une garantie contre la récession, puisque regardez, les États-Unis sont un État fédéral aussi. Ils ont une monnaie unique, ils ont même une monnaie mondiale, on pourrait dire. Mais ils sont en récession, ils sont dans de graves difficultés, et donc la structure de l'État ne garantit pas contre la récession. Là, encore une fois, ils vont vers une utopie. Voilà. Si l'Europe existait, ce serait une réalité charnelle, elle irait de soi. Il y a des États et chaque État a sa spécificité. Si nous sommes français, c'est que nous ne sommes pas ni espagnols, ni italiens, ni allemands, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, on ne discute pas ensemble, on ne travaille pas ensemble, on ne bâtit pas ensemble. Mais le fameux État supranational européen, c'est un rêve dangereux qui aujourd'hui, justement, est en train nous pensons, de se terminer ou de s'accentuer, nous verrons bien. Donc nous avons tenu compte de ce paramètre-là. Et sur l'économie, en général, sur le système économique, sur la monnaie, sur le social, sur tout cela, nous apporterons des réponses, tout simplement. Alors, vous avez parlé de rêve, mais bon, je voudrais pas me citer, mais citer le bulletin que je dirige, qui s'appelle Fait Document, parce que j'ai trouvé une déclaration un texte de Jacques Attali qui est paru au mois d'août dans la revue du Council on Foreign Relations, qui est le principal réservoir de pensée, parce que sinon je vais être obligé de mettre de l'argent dans le nourrin. Donc le réservoir de pensée américain en matière de politique étrangère, et c'est un texte de Jacques Attali que j'ai traduit, qui est quand même sidérant. Je vous en lis juste quelques lignes. Lorsque nous avons créé le marché unique en 1984, nous savions que le marché unique ne pourrait pas fonctionner sans une monnaie unique. Et nous avons créé une monnaie unique. Et lorsque nous avons créé cette monnaie unique, nous savions que la monnaie unique ne pourrait pas survivre sans un budget fédéral. Je crois que c'est d'un cynisme total. Donc en fait, c'est pas un rêve, c'était entièrement voulu depuis le début. Parce que Jacques Attali, c'était quand même le principal conseiller privé de François Mitterrand. À l'époque, il est aux manettes, il est vraiment au commandement. Après, il est président de la BERD. Et donc on pourrait dire que la catastrophe de l'euro a été voulue. Elle a été entièrement calculée. C'est-à-dire, ils se sont lourdement trompés, parce qu'ils y croient à leurs bêtises, quand même, à un moment donné. Donc, ils poursuivent un rêve, mais ce rêve, ça n'existe pas. Donc, mais ils l'imposent aux autres, avec les dégâts que tout cela entraîne. Et d'ailleurs, il y a un bon livre, d'ailleurs, sur le fameux livre de Benamou sur Mitterrand, où Mitterrand dit une chose extraordinaire. Il dit, j'ai été le dernier président de la République française. Il dit, après moi, la France n'existera plus. Il faut dire comme il a tellement contribué à la détruire. Nous sommes dans une guerre mondiale, dit-il, dans une guerre économique mondiale. Les Américains sont féroces. Et voilà, il dit, nous rentrons dans une compétition, etc. Voilà, ça, un président de la République en exercice dit cela, ce qui prouve qu'effectivement, nous sommes en guerre, dans une guerre économique. Et la guerre économique, elle fait des morts. Alors, est-ce que vous proposez, l'euro, quelle est la position actuelle du front sur l'euro ? Il faut en sortir, il faut l'abandonner. Oui, de toute façon, il faut retrouver notre souveraineté. Donc, pour retrouver la souveraineté, il faut retrouver une monnaie. Et c'est pas que nous allons en sortir, c'est qu'elle va exploser. Donc, c'est plutôt les pays qui vont sortir du système. Et il faudra bien retrouver des leviers nationaux. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il ne faut pas laisser flotter une monnaie européenne sur le marché mondial. Mais il faut que l'État puisse avoir la liberté de dévaluer quand il le souhaite. On voit bien ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en Suisse. La monnaie était trop forte. L'État suisse l'a dévaluée. La France ne peut même pas faire ça. Elle est obligée, elle est tributaire de la décision des autres. Ce qui est, une certaine manière, d'avoir des menottes au poignet parce que nous ne pouvons plus rien faire. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il faut retrouver la liberté et donc la monnaie qui est aussi quand même... Alors, si demain le Front National était au pouvoir, qu'en serait-il, bon, il n'est pas en ce moment, mais enfin, admettons qu'il est en ce moment au pouvoir, qu'en serait-il de sa position sur les aides à la Grèce ? C'est des aides à perte. Je veux dire, on n'aiderait pas la Grèce et on ne boucherait pas avec l'argent du contribuable un trou qui ne peut pas se reboucher de toute manière. Voilà. Donc les Grecs auraient intérêt d'ailleurs à sortir de l'euro et je pense que là, petit à petit, ils vont être conduits à le faire. Sinon, ils iront vers une révolution. Et nous irons vers des révolutions. Aujourd'hui, manifester dans les rues d'Athènes plusieurs centaines de milliers de personnes. Quand on voit le programme d'austérité qu'on impose au peuple grec, qu'on nous imposera demain, moins de retraites, les salaires diminués, augmentation des prix, etc., etc. Vendre du Parthénon à la Grande-Bretagne. Non, mais je blague. Non, mais je veux dire, c'est voilà. Non, mais il y a la vente du porc, voilà, des porcs, voilà. etc. Le Pirée qui a été racheté par les Chinois. Oui. Bon, vous imaginez, dans le pays
j'allais presque dire la civilisation qui a inventé la démocratie. Personne ne le relève, ça c'est aux Grecs que va s'appliquer un plan impitoyable qui leur retire toute liberté. Et on leur dit voilà, vous payez, vous taisez, vous faites ce qu'on vous dit, et puis voilà. Mais c'est un symbole, et c'est peut-être ce symbole d'ailleurs qui finira par libérer les peuples, et c'est peut-être de la Grèce que viendra la reconquête de nos libertés. Alors, Henri, on a quelques questions? Oui, quelques questions. Alors, les sujets sont très divers. Alors, je vous les lis un petit peu dans le désordre. Il y a des sujets généraux, des sujets plus techniques. Cette question qui vient d'arriver, ce projet de retour en arrière, entre guillemets, sur l'Europe, comprend-il la remise en cause du Parlement européen, qui est une lourde charge pour toutes les économies? Oui. Vous allez répondre globalement, si vous voulez, on va lire les quelques messages. Enchanté d'entendre Monsieur Alliot pour la première fois. Je fais partie, sans être encarté au Front National, de ceux qui votent FN. Mais je vous avoue que l'éviction ou la non-utilisation de personnes telles que Monsieur Gollnisch me freine dans mon élan vers Marine Le Pen. Au XXe siècle, le seul moment où l'on ait une politique étrangère à peu près indépendante, c'était sous De Gaulle qui s'est mis à dos les Américains. Marine Le Pen, je partage ses idées, je ne voterai pas pour elle aux deux tours, car si M. Hollande est présent au deuxième tour, les sociologues vont passer. Marine Le Pen ne pourrait-elle pas envisager des alliances? Une question sans doute importante, effectivement. Une question très technique, je vous la lis. Avez-vous des indications sur les statuts prévus pour le MES, Mécanisme européen de stabilité? Vous pouvez vous référer au prochain numéro de Free Document, il y a un grand article dessus. Comme la question est vraiment technique, on va peut-être pas l'aborder ce soir. C'est peut-être vous qui l'avez envoyé, non? Pas du tout. Non, elle évolue tous les jours, cette question du MES. Hein. Bon, je termine peut-être la question. Oui. Bon, il doit remplacer en 2013 le Fonds européen de stabilité financière, etc. Il pourra dépouiller ce week-end de façon impérative en dizaines de milliards d'euros n'importe quel pays adhérent et lequel ne pourra jamais être attaqué jamais être attaqué en justice. C'est un petit peu plus compliqué. Ça n'est pas faux, mais c'est un peu plus compliqué quand même. Bon. Alors une question un peu polémique, Monsieur Alliot, vous refusez de condamner l'avortement, mais alors expliquez-moi à quoi peut bien servir de vouloir défendre la France si demain il n'y a plus de Français ou qu'ils deviennent ultra minoritaires. Monsieur Alliot, une autre question, c'est un auditeur. Monsieur Louis Alliot peut-il laisser un numéro de téléphone? Pourquoi pas? Votre numéro de carte bleue aussi peut-être. Comment analysez-vous le rejet du FN par la droite? S'agit-il d'une opposition doctrinale ou simple cuisine politicienne? Un conseil très pratique et infaillible à mon avis, un conseil sûr pour Marine Le Pen pour obtenir plus de 5 millions de votes, promettez de restituer les permis et les points à permis pour les automobilistes horriblement arnaqués par Sarkozy et Chirac, promettez une amnistie en plus pour les PV mineurs et moyens, vous êtes sûr de gagner. Dernière question, une auditrice aux grandes gueules sur RMC. Ils n'ont pas arrêté de déblatérer sur Marine Le Pen à propos de la confusion sur les Lamy. Bon, c'était une anecdote. Ce matin, ça, oui. Effectivement. Mais depuis, on a appris et on a mis d'ailleurs en ligne sur nos sites que l'AFP avait fait la confusion au mois de juin. Mais là, évidemment, c'était normal, personne ne l'a relevé. Point, l'Express. Donc vous allez répondre rapidement sur un certain nombre de points et puis plus complètement sur certains points. La question par exemple des automobilistes, moi je trouve est quand même intéressante. La question sur les députés européens. Les députés européens, voilà. À partir du moment où vous remettez à sa place le Parlement français dans toute sa légitimité, que le député vote la loi. Et qu'il a donc une utilité, parce qu'aujourd'hui les députés on se demande à quoi ils servent. À partir du moment où 90% des textes appliqués, un peu moins, sont issus des institutions européennes, le député français, lui, se prononce, on ne sait pas très bien sur quoi. Donc évidemment, dans une confédération d'États européens, il n'y aurait plus matière à avoir de Parlement européen. Les décisions seraient prises par le Parlement français. Et après, la coopération se ferait au niveau des gouvernements. Mais c'est vrai que ce Parlement européen, c'est assez, d'ailleurs, curieux dans son fonctionnement. Hein, c'est un peu la tour de Babel. Sur l'éviction de Bruno Gollnisch, quand même, je sais pas, j'ai pas cette impression. Je le vois dans les réunions du Front National. Il fait partie de l'organigramme de campagne. Il s'occupe de renégocier les traités exactement, européens. Mais qui est d'ailleurs la question sûrement la plus importante, très certainement la plus importante du programme, puisque c'est un peu ce qu'attendent les Français. C'est-à-dire, on voit bien qu'ils sentent bien que cette Europe ne fonctionne pas,
mais sont-ils prêts à faire un pas en avance, à savoir où on va? Donc ils ont besoin d'être rassurés sur la manière dont nous allons procéder, non pas pour revenir en arrière, hein, mais pour rebâtir autre chose. C'est pas un retour en arrière, hein. C'est bâtir, construire une autre Europe, mais dans le respect des souverainetés. Et ça, Bruno Gollnisch, qui est député européen depuis maintenant longtemps, qui est un professeur de droit qui connaît ça très sérieusement, est en train justement de nous proposer des solutions qui seront celles de la candidate Marine Le Pen à l'élection présidentielle pour sortir de cette Europe-là, si l'Europe n'explose pas d'ici là. Sur les alliances, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-on s'allier avec une droite qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la gauche, qui en épouse tous les combats, qui est favorable, et aujourd'hui, on le sait, Nicolas Sarkozy l'avait dit, par exemple, au droit de vote des immigrés, par exemple, mais qui est favorable à tout le reste, qui s'est aligné en matière de politique étrangère sur les États-Unis d'Amérique, qui a en quelque sorte trahi, il faut bien le dire, tout ce qui faisait la droite entre guillemets traditionnelle qu'a incarné un temps le général de Gaulle. Voilà, tout simplement. Donc cette droite, en fait, elle n'existe plus dans les faits. Donc s'allier avec des gens qui pensent pas comme vous, c'est pas facile. Donc les alliances, il faut quand même être honnête avec nos électeurs. On ne peut s'allier qu'avec des gens honnêtes qui partagent un certain nombre d'idées qui ne sont pas négociables. Si c'est pour partager des places, ils font ça un peu mieux que nous, hein. Ça, mais par exemple, s'il y a des députés sortants, admettons qu'il y ait des députés sortants UMP qui sont d'accord avec les 3 points principaux dont vous avez parlé. La souveraineté nationale, la préférence nationale et l'identité nationale. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est négociable? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'ils soient comme ça. Au moment de l'élection, ils sont tout à fait favorables. Puis une fois passé l'élection, ils sont plus favorables. Et encore une fois, on peut pas. Je crois qu'aujourd'hui, un député sincère ne peut pas être à l'UMP de droite. Voilà, il doit être en rupture de banc avec l'UMP. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que nous avons tous les jours des gens de l'UMP, cadres intermédiaires ou électeurs, qui viennent nous voir, qui viennent discuter en disant mais quand même, comment se fait-il que notre parti, notre mouvement, systématiquement vous prennent Marine bille en tête, prononce des motifs d'exclusion, d'anathème, etc. Et c'est vrai que ça pose quand même un problème, parce que autant, je suis pas d'accord, hein, mais on pouvait comprendre le mécanisme psychologique qui fonctionnait dans la droite avec Jean-Marie Le Pen. C'était facile, il disait oui, vous comprenez, c'est infréquentable, etc. Mais qu'est-ce qui pousse encore aujourd'hui la droite à mettre un cordon sanitaire avec le Front National? Mais est-ce que vous avez une réponse? Moi, je crois que ce que l'on avait dit à une certaine époque sur certains serments qui avaient été faits, ou certaines allégeances qui avaient été faites, ou certaines peurs de je ne sais quoi, est encore de mise. Ça tombera, c'est évident que ça tombera. Mais il y a encore cette espèce de peur de quelque chose, effectivement, on ne sait pas trop de quoi, hein. Les Français, le peuple français s'apprête, lui, à ne pas avoir peur, mais les cadres, l'élite, comme on dit, de la nation, elle vit toujours quand même avec la trouille au ventre, et ça pose quand même un problème de liberté. Sur l'amnistie et les PV, bon, alors ça, l'automobiliste est devenu la vache à lait de la politique gouvernementale, et c'est vrai qu'il faudrait, notamment sur ce permis à points, bien cerner les problèmes entre ceux qui utilisent le permis comme un outil de travail, ceux qui n'utilisent pas le permis, mais ceux dont il faut quand même se féliciter, au-delà de ce que nous proposerons. Et en la matière, c'est de la baisse du nombre de morts sur les routes. Parce que c'est vrai que les radars, on peste, et je suis le premier à pester contre les radars, et notamment les radars automatiques, mais on ne peut pas quand même constater qu'il y a une baisse de la mortalité sur nos routes. Alors c'est dû peut-être à d'autres facteurs, je n'en sais rien, mais c'est très certainement dû à une politique de répression féroce de l'automobiliste. Mais je tiens à dire que c'est quand même curieux que ces gens-là, qui sont féroces avec les automobilistes en matière de répression, ne veuillent pas mettre en place de la répression dans d'autres domaines, et notamment en matière d'insécurité, notamment dans les banlieues. C'est justement le problème, c'est que il y a vraiment, depuis un certain nombre d'années, on peut considérer qu'il y a un processus de criminalisation des honnêtes gens. C'est ça. Voilà. Et parce qu'ils payent.
Ils se rebellent pas. Voilà. C'est la criminalisation des honnêtes gens où on assimile le fait de rouler, au lieu de rouler à 50, on roule à 80 à l'heure, à un endroit où il n'y a absolument aucun problème à 11 heures du soir, et on est poursuivi pire qu'un oui, ça avait été d'ailleurs qu'un jeune de banlieue ça avait été qui se balade avec 150 grammes de hashish. Ça avait été le combat d'un journal, je sais pas si c'était Autoplus, je crois, qui avait fait la carte des radars et qui avait démontré que les radars n'étaient pas là dans les endroits les plus dangereux. Effectivement, il y aurait toute cette politique à revoir et qu'ils étaient là où ils faisaient de l'argent. Est-ce qu'il y aura un point dans le programme de Marine Le Pen justement sur cette question? Sur la sécurité routière, oui, bien sûr. Une petite Henri intervention. J'ai reçu récemment, comme sans doute beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, un PV. Oui, alors effectivement, mais c'est pas ça que je voulais parler. Et il s'agit d'une vidéo de la Ligue des conducteurs qui est assez claire. Enfin, même quand je dis assez, c'est très clair. Il n'y a pas de corrélation entre l'installation des radars et la baisse de la mortalité. Ça, c'est tout à fait évident selon des chiffres tout à fait officiels. Ce qui est à l'origine de la baisse de la mortalité, c'est essentiellement l'amélioration du réseau routier. Le fait que les autoroutes, qui sont le réseau le plus sûr, est en train d'être prédominant par rapport au réseau secondaire, national comprise. Et deuxièmement, ce qui est aussi très important, c'est l'amélioration de la sécurité des voitures elles-mêmes. Et là, il faut reconnaître que depuis, disons, 15 ans, 20 ans, les constructeurs ont fait d'énormes efforts. Oui, vous avez tout à fait raison de le dire, mais... C'était les 10 minutes des automobilistes excédés. Et là, on va avoir 200 messages en disant on est entièrement d'accord avec vous. Ça, c'est sûr. Sans compter, et on le voit souvent en province, les journaux du dimanche matin ou du lundi, toute une jeunesse. Moi, j'ai eu des copains très jeunes qui perdent la vie en sortant d'une boîte, d'une fête, etc., et qui sont nombreux. Beaucoup d'accidents le dimanche matin. Ça, c'est la répression de l'alcoolisme, c'est pas la répression de la vitesse. Non, mais d'accord, mais pour vous dire aussi, en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse, il n'y a jamais eu de problème. Ça existe aussi. Sur la limitation, effectivement, mais je crois que l'Italie a augmenté aussi la vitesse sur les autoroutes. Oui. Bon, alors, on va revenir. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et que nous recevons ce soir Louis Alliot, vice-président du Front National et directeur opérationnel de la campagne de Marine Le Pen. Je voudrais qu'on revienne sur le programme qui va être rendu public d'ici un mois, quoi. En gros, on va rappeler, c'est les Assises nationales. 19 novembre. Le 19 novembre à Equinox. À l'Equinox, c'est dans le 15e arrondissement. C'est l'Aqua Boulevard. C'est ça, à l'Aqua Boulevard. Donc là, le programme va être présenté. Est-ce qu'il va y avoir, bon, vous devez être au courant parce qu'il y aura quand même peut-être des changements encore, mais enfin, en gros, le programme est à peu près défini, etc. Est-ce qu'il va y avoir des novations importantes par rapport au précédent programme du Front National? Je crois que c'est toute la partie économique qui tient compte de la réalité et qui tient compte du fait que nous avons été, c'est pas une gloire, les premiers à dire nous allons dans le mur. L'euro n'est pas viable et donc il y a là justement le déroulement du programme économique, la manière dont va s'organiser la politique économique d'un gouvernement national entre guillemets. Et tout cela, effectivement, ce sera un peu sera novateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu justement des mesures que vous préconisez pour dans le cadre d'un gouvernement, soit en participation, soit d'un gouvernement complet Front National? Il y a beaucoup de choses qui s'arbitrent, mais enfin, je crois que Marine Le Pen a présenté son programme économique, il y a déjà une partie de son programme économique, mais tout va... Non, mais elle n'est pas venue à Radio Courtoisie. Non, mais attendez, mais elle peut peut-être venir. À parler. Tout viendra de toute façon de la... Marine Le Pen, excusez-moi, mais elle vient lundi. Hein. Oui, elle vient lundi. Ouais. Elle vient lundi. Ah oui, elle vient lundi. Très bien. Oui. Pour le moment, elle n'est pas encore venue. Elle est déjà venue, mais dans une autre émission. Tout dépend de la renégociation, de la renégociation des traités. Mais après, il y aura un volet bancaire, il y aura un volet fiscal, il y aura des choses, j'allais dire, que les autres ne proposeront pas de toute manière. Puis il y aura le problème de la sécurité. Alors, y aura-t-il des choses novatrices? En tout cas, il y aura des indications. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 3000 personnes qui posent problème en France. On les connaît. Elles sont fichées par les services de police. 3000. Seulement. 3000 seulement dans 26 départements. Il y a quelques centaines de points chauds. On connaît tout ça. Les criminologues aujourd'hui vous disent, voilà, si quelqu'un veut s'en occuper, si on donne des ordres, on diminue l'insécurité de moitié. Et on prend comme exemple, et ils prennent comme exemple, ces criminologues notamment, toute la politique qui a été mise en place aux États-Unis, à New York, par le maire de New York, Giuliani. Mais encore faut-il les mettre en place. Et il faut à ce moment-là que non seulement il y ait une autorité, une volonté de mettre hors d'état de nuire
ces 3000 malfaisants, entre guillemets, mais que derrière, il y ait une modification importante de la justice et des moyens de la justice, et notamment par la création de prisons. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, beaucoup de délinquants sont dans les rues parce qu'on ne peut pas les mettre en prison. On en arrive à des aberrations. Le système judiciaire, le monde judiciaire est en ébullition. Les droits ne sont quelquefois pas garantis. Et finalement, le voyou aujourd'hui en France a beaucoup plus de droits et de libertés que n'en a l'honnête citoyen. Et c'est tout cela qu'il faut remettre en place. Et c'est tout cela que nous allons proposer dans le programme politique de la campagne de Marine. Mais des choses novatrices, j'allais presque vous dire, beaucoup de choses existent déjà. Et c'est pas des gadgets qu'il faut inventer. C'est appliquer des lois. Mais pour appliquer des lois, il faut avoir du courage. Il faut avoir une volonté et il ne faut pas se disperser ni être sous la pression ou sous la domination d'autres forces diverses, qu'elles soient nationales ou internationales. Il faut être libre. Voilà. Si vous voulez rétablir l'ordre en France, nous avons les moyens de le faire. Hein. Encore faut-il donner les ordres. C'est ce que nous proposerons aux citoyens français. L'autre grand volet du programme de Marine Le Pen, c'est la République référendaire. Hein. Il y a des grandes questions aujourd'hui qui ne peuvent pas être tranchées parce que qu'on pourrait dire, ce ne sont pas des corporatismes, ce sont des lobbies divers et variés, idéologiques, religieux, politiques, philosophiques, économiques, tout ce que vous voulez, qui empêchent les réformes. Quand vous avez un blocage de la société qui se situe à ce niveau, le gouvernement ne peut rien faire, il n'y a qu'une seule personne, entre guillemets, qui peut remettre ces choses-là à leur place, c'est évidemment le peuple, par la voie du référendum et directement. Nous proposerons donc un certain nombre de sujets au référendum, tout simplement, et c'est les Français qui décideront de leur avenir sur des questions importantes, cruciales, pour le devenir de la France, pour la survie de la France, pour la pérennité de la France. Voilà, c'est déjà un gros programme, ça. Alors, à 8 mois des élections présidentielles, quand Jean-Marie Le Pen était venu au mois de juin, il nous avait livré son intime conviction, qui vous a sans doute livré de temps en temps, que Nicolas Sarkozy ne serait pas candidat. Bon. Et à l'époque, bon, j'étais au courant, mais enfin, ça surprenait un peu. Bon. Et on voit la nouvelle qui circule, qui est évoquée maintenant dans les médias, en disant que le président de la République est tellement démonétisé que François Fillon, Alain Juppé, enfin, ou un autre pourrait éventuellement être candidat. Alors, ça, c'est une question en dehors de... Je vous demande pas une réponse du Front National, mais la vôtre. Quelle est votre hypothèse Moi, je de crois candidat que, UMP au je crois que si, d'ici le mois de décembre, Nicolas Sarkozy ne connaît pas un regain, tout petit regain, hein, d'intention de vote ou même comment ça s'appelle, de confiance de l'opinion, je pense qu'il est capable, parce qu'il gère la France comme il pourrait gérer son cabinet d'avocat ou une entreprise, il est capable de jeter l'éponge, effectivement, et de dire à n'importe qui, écoutez, maintenant, allez-y, après tout. La situation sera tellement catastrophique, et il sera tellement sûr de perdre, qu'il va pas perdre la face sur ces deux choses-là. Sa politique a été catastrophique, en plus, il y a la crise de plein fouet, et j'allais dire, pour l'avenir, lui, comme il avait dit à Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, vous savez, moi, je peux faire autre chose. Quand je vois la qualité des chefs d'entreprise en France, je n'ai pas honte. Il lui avait dit. Donc, je veux dire, il n'a pas la conception du pouvoir et la conception de la politique, du rapport au pouvoir que nous avons, que Jean-Marie Le Pen a toujours eu, que Marine a. Lui, il gère la France. Ça pourrait être une enseigne. Voilà. Si demain il voit que l'enseigne se porte mal, ben, il ira peut-être se vendre ailleurs. Il va être papa, je crois peut-être aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Hein, j'ai entendu ça à la radio. Donc c'est quelqu'un, je crois, qui n'est pas très attaché ni au devenir de la France, ni à sa carrière personnelle de président de la République. Voilà. Si tu permets, il a souvent évoqué, avant d'être président, les anciens présidents américains qui se baladent à travers le monde en faisant des conférences, en faisant du fric, et en ayant une vie agréable. Il avait laissé entendre, avant d'être président, que, mon Dieu, pourquoi pas ce genre de vie après. Donc là, vu les circonstances... Bon. Donc vous voyez, je partage l'avis de Jean-Marie Le Pen. Moi aussi. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la désignation de François Hollande? Enfin, je vous la demande pas pour avoir votre avis personnellement, mais est-ce que, je suppose qu'il y a des cellules d'études politiques, enfin, vous examinez les sondages, etc. Enfin, il y a un travail qui est effectué.
Est-ce que la donne change un peu par rapport à si ça avait été Martine Aubry? C'était un peu cette élection, cette primaire, c'était un peu la Starac, hein. C'est-à-dire qu'on connaissait le programme avant. C'est pour ça qu'il y a une formidable hypocrisie chez la gauche, qui est vraiment j'allais pas dire une hypocrisie congénitale, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé du programme politique depuis le mois je crois que c'était le mois de mai, et finalement les primaires, c'était le choix entre plusieurs canassons, en quelque sorte. Bon, c'était le plus capable de battre Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs ce que les électeurs ont jugé. Mais entre François Hollande et Martine Aubry, moi, très certainement, je ne vois pas la différence. Et même, je dois vous dire... Même le genre, d'ailleurs. La formidable hypocrisie, par exemple, de Montebourg, qui était là dans une posture. Parce que quand on défend les idées qu'il a défendues pendant les débats et qu'on se rallie à la candidature Hollande, on voit bien que ça n'a pas de cohérence. Ils sont un peu comme l'UMP, ils sont d'ailleurs beaucoup comme l'UMP et vice-versa. C'est-à-dire que ils se partagent les places avant d'arriver au pouvoir. Un peu d'ailleurs comme dans l'affaire Strauss-Kahn, hein. Certains se voyaient déjà ministres, M. Moscovici avait déjà anticipé. Ils se partageaient déjà les postes, les places au pouvoir. Et puis patatras. Voilà, François Hollande n'est pas un perdreau de l'année, comme dirait Jean-Marie Le Pen. Il a été dans beaucoup de cabinets, il a été premier secrétaire du Parti socialiste. Il est comptable de tout ce que le socialisme emporte avec lui et trimballe avec lui. Le mitterrandisme, la jospinie, le jospinisme, le compagnonnage avec le Parti communiste, que l'on oublie quand même un peu trop facilement, hein, je trouve. Et de tout cela, il ne faut rien attendre de François Hollande. Et il a un peu cette image de rural, tout cela parce qu'il vient de la Corrèze. Mais malheureusement, le rural se porte mal, la paysannerie se porte très mal, son département, M. Hollande, se porte très mal, département le plus endetté de France. Hein. Et depuis que M. François Hollande, d'ailleurs le président du Conseil général, il ne s'est jamais aussi mal porté que depuis François Hollande est président du Conseil général. Donc voilà, il faut prendre les candidats tels qu'ils sont. De toute manière, le choix, il est entre le système, voilà, M. Hollande, M. Sarkozy, Mme Eva Joly, etc. Et puis Marine et le camp national, quoi, le camp des patriotes, le rassemblement des patriotes, des nationaux, et j'allais presque dire des républicains authentiques, voilà, de ceux qui veulent que la France continue. Hollande, voilà, il est à 62% aujourd'hui dans un sondage, ce qui est alors là pour le coup extraordinaire, hein. Ça ne sera pas évidemment cela, mais je pense qu'il faut tirer à boulet rouge et sur Hollande et sur Sarkozy de la même manière. Nous n'avons rien à attendre de ces gens-là et ils ont toujours été les pires dirigeants que nous ayons eus depuis peut-être plus de 40 ans. Henri, des nouveaux messages? Oui. Excusez-moi. De nouveaux messages. À Radio Courtoisie, on lit les messages. On me le reproche souvent de ne pas en lire assez. Alors une proposition radicale, qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Alliot? Au lieu de construire des prisons, ne vaudrait-il pas mieux les renvoyer chez eux? Ça se cumule, c'est évident. Le FN doit insister là-dessus et innover. Une autre question, un auditeur. Les Français ont peur du racisme dont on a accusé le Front National. Il faut absolument que la campagne insiste sur la dédiabolisation. Un auditeur pour monsieur Alliot. Pourquoi ne pas instituer le référendum d'initiative populaire tel que exercé en Suisse? Je crois que vous l'avez évoqué. Un auditeur. Le FN a-t-il l'intention d'agir sur la hauteur exorbitante de la taxation du litre de carburant? Donc ça renvoie à la question sur les automobilistes. Une auditrice. Que pensez-vous de Christian Van Est et de ses semblables de la droite populaire? Croyez-vous qu'il puisse y avoir un rapprochement avec le Front National? Une auditrice qui pense que Marine Le Pen serait pour l'avortement, sans doute pour l'euthanasie, etc. Donc Elle pense. Elle pense, oui, voilà, c'est ça. Donc, question là-dessus. Ensuite, monsieur, on vous titille un petit peu. Monsieur Alliot vient des Pyrénées-Orientales, mais ne parle pas un mot de catalan. Madame Le Pen est de famille bretonne, mais critique les inscriptions bilingues. Elle ne doit pas parler breton non plus. Quand ces gens-là parlent de patrimoine français, de quel patrimoine parlent-ils?
Et puis, des messages Le marquis est en train de grogner. Non, mais c'est dérisoire comme question. Des messages de... Non, mais c'est intéressant, en revanche. Oui. Des messages, on va dire, d'hélénophobes. Je pense que ça existe. Non, il y a les islamophobes, il y a les hélénophobes aussi. Pas d'accord, la Grèce était un pays esclavagiste. Et où est la démocratie là-dedans? Deuxième message. Où l'esclave Voilà, avait un statut, quand même. L'histoire, il y a un télescopage des périodes historiques. Hein. Et, des raccourcis rapides. et puis l'esclavage est message, dans la Bible et dans tous les systèmes, c'était un système qui fonctionnait à l'époque, mais c'est pas le système de l'esclavage tel qu'il est véhiculé par des séries américaines comme Racine et ce genre de choses. C'est pas les malheureux qui sont avec des gardes-chambres, avec des fouets derrière. Et que sommes-nous? Ça n'a strictement rien à voir. On raconte n'importe quoi. Il y a les rares études américaines, par exemple, ont montré que il valait mieux être esclave aux États-Unis dans la première moitié du 19e siècle que ouvrier dans une usine aux États-Unis. La mortalité était parce que quelqu'un qui possédait des esclaves aurait été bien ridicule de mal les entretenir parce qu'ils seraient morts et ça lui aurait coûté de l'argent. Mais c'est vraiment un télescopage historique. Il faut se méfier de ce genre de choses. Et puis un autre message hélénophobe, les Grecs travaillent peu, ne payent pas leurs impôts et ils n'ont que ce qu'ils méritent. Nous n'avons pas à régler leurs dettes. Ça, tout à fait d'accord, et qui gèrent leurs affaires comme ils le veulent. Les pays du club méditerranéen qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Je suis tout à fait d'accord. Sur l'esclavagisme... Il y a, je crois, 20 000 piscines à Athènes, dont à peine 2000 sont déclarées. Non, 50. 50 déclarés. Est-ce que l'on réfléchit à notre position d'esclaves nous-mêmes, de pauvres contribuables, d'être obligés de payer des taxes pour être propriétaires? Est-ce qu'on s'est intéressé à ces questions? Donc, je veux dire, l'esclavagisme moderne existe aussi, sans parler... c'est l'esclavage du salariat. Oui, non, mais c'est... Voilà, je veux dire... Alors, on va revenir à des... Oui, sur le régionalisme, c'est important, parce que c'est une volonté de démembrer l'État national, hein, et systématiquement, qu'il s'agisse des Pays Basques, qu'il s'agisse des mouvements autonomistes bretons ou autres, ou les catalanistes, très peu nombreux, faut-il quand même le rappeler, hein, très peu nombreux. Lorsqu'ils se présentent aux élections, il faut 0,3%. Hein. Bon. Et je rappellerai qu'à Perpignan, puisque apparemment il y a un Catalan qui m'a posé une question, la deuxième langue après le français, pardon, ce n'est pas le catalan, hein, c'est l'arabe. Évidemment. Donc quand on en est à se battre pour faire appliquer la charte des langues régionales et minoritaires, voilà, la langue minoritaire dominante. Il y a le berbère. Oui, exactement. Ça. Donc la langue dominante des Pyrénées-Orientales, ce n'est pas le catalan, mais je ne suis pas, moi, évidemment, opposé aux cultures locales, évidemment. Tout ce qui fait, je suis, moi, d'une famille d'Ariégeois par mon père, où mes grands-parents parlaient patois entre eux. Bon. Mon père le parlait avec mes grands-parents. Moi, je ne le parle pas, même si je le comprends. Mais qu'est-ce que je vais pas me mettre à parler patois à 40 ans pour plaire à des mouvements régionalistes sur des choses qui, voilà, ça fait partie d'une identité, c'est vrai, et ça fait partie d'une identité aussi passée quelquefois. Je ne vois pas en quoi le fait de parler occitan demain réglerait les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Ça, je ne le pense absolument pas. Je pense que même ce serait un facteur d'affaiblissement dans la situation où nous sommes. Donc, pour le régionalisme, oui aux identités locales lorsqu'elles existent. Elles existent dans des pays, je pense à la Bretagne, etc. Mais il ne faut pas non plus qu'elles servent de cheval de Troie à l'européisme, au mondialisme, pour justement démanteler le plus vieil État d'Europe, ou en tout cas l'un des plus vieux États d'Europe, en l'occurrence la France. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner. Hein. Sur M. Van Est, je crois que je l'ai dit tout à l'heure... oui, la droite populaire. Elle parle, c'est une droite qui parle, qui s'agite. À qui s'oppose la droite humaniste, voilà, alors ça, qui est beaucoup plus nombreuse d'ailleurs. Oui, sûrement. Ils sont 150 inscrits. Enfin, je le dis pour les auditeurs, je sais pas, il y a une dizaine de jours, c'est créé la droite humaniste, c'est extraordinaire. Il y en a des pages et des pages de députés qui seraient menacés par la droite populaire. Alors, je pense que voilà, tout est possible en politique. Si l'UMP implose, ce qui n'est pas écarté hein, pour l'avenir, une recomposition se fera de ce côté-là de l'échiquier, et très certainement un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui à l'UMP feront un pas vers nous et très certainement nous vers eux. Sur la base, encore une fois, du programme et des idées, et pas sur la base des places, parce que ça n'a aucun intérêt. Est-ce que je peux me permettre de prolonger votre réponse? Il y a quelques jours, dans ce même studio, il y avait M. Van Est qui était interrogé, j'ai oublié la personne qui l'interrogeait, et on lui a posé la question, en cas de deuxième tour entre M. Sarkozy, ou quelqu'un de la droite même parlementaire, bon,
de l'UMP et Marine Le Pen, pour qui voteriez-vous? Il a dit, je ne voterai certainement pas pour Marine Le Pen. Voilà. Et on l'a poussé un petit peu, et il a dit, je ne voterai pas. Voilà, donc ça a été très clair. Il faudrait les pousser encore plus pour leur demander pourquoi. Il y a bien des raisons à ça, mais on n'arrive pas à savoir. Enfin, je pense qu'au second tour, il y aura plutôt François Hollande contre Marine Le Pen. Moi, mais voilà. Concernant les prisons, c'est les choses... non, excusez-moi, oui, bien sûr, je me suis trompé, c'est François Hollande, Marine Le Pen, bien sûr. Il a dit qu'il ne votera pas Marine Le Pen, même contre François Hollande. Bien sûr, excusez-moi, c'est un lapsus de ma part. Entre les deux, il ne votera pas Marine Le Pen. Un ancien militant de l'Action française, c'est un peu dur. C'est quand même incroyable. C'est un argument qu'on entend souvent en disant, mais attendez, s'il y a un socialiste et Marine Le Pen en face, moi je ne voterai pas Marine Le Pen, parce que de toute façon le socialiste va passer, etc. Bon, voilà, on en est là, quoi. C'est bien dommage. De toute façon, comme nous, en tout cas, on ne voit pas de différence entre la droite et la gauche, entre M. Hollande et M. Sarkozy. La question ne doit pas se poser. Et je pense que si le second tour oppose Hollande à Marine Le Pen, je pense que beaucoup de choses vont bouger quand même pour le coup. Et M. Van Est risque de trouver un peu seul à Tourcoing, appelant à voter François Hollande, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui feront pas le même chemin que le sien. Hein. Sur les prisons, il faut construire des prisons, il faut évidemment expulser les délinquants étrangers, ça va de soi. Et puis quand même, il faudra que l'on reparle, et Marine dans le programme, de la peine de mort. Hein, parce que, et notamment du référendum, il faudra donner la possibilité aux Français de se prononcer sur la peine de mort. Alors, beaucoup, et même ça existe au Front National, des gens disent, oui, mais la peine de mort, des gens sont contre, la peine de mort, hein. Et c'est l'opinion y est favorable. Ça, c'est pas un argument. Je rappelle que François Mitterrand, au moment où il fait voter l'abolition de la peine de mort, une large majorité de Français est pour la peine de mort. Mais je pense qu'il y a une majorité de Français qui est toujours pour la peine de mort. Oui, non, mais il y a des sondages qui disent le contraire. Bon, mais peu importe. Je veux dire, c'est en tout cas. Il faut rétablir la pendaison. C'est en tout cas le. Parce que la guillotine rappelle les horreurs de la Révolution. Non, je dis, c'est Henri de Lesquen qui l'a dit à la dernière réunion du colloque du Club de l'Horloge. Une chose est sûre, c'est que voilà, ça permettrait d'être en quelque sorte la clé de voûte du droit pénal en France, mais je crois que c'est une question qui ne doit pas être évacuée comme certains peuvent le faire, et on doit pouvoir parler librement de ces choses-là, en France. Il faut d'ailleurs toujours rappeler que la peine de mort n'est pas abolie en temps de guerre. Hein. Et puis il faut surtout rappeler que la peine de mort n'est pas abolie pour les victimes. Les victimes innocentes. Là, elle s'applique, celle-là. Depuis le début, c'est le même problème. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée, quand même, qu'il faudrait aborder. Il y a eu 2 questions là-dessus, qui est la question de l'avortement. Ah oui, alors. Je crois que Marine, quand même, s'est beaucoup expliqué, même à Radio Courtoisie, sur l'affaire de l'avortement et de l'euthanasie. Mais je ne sais pas si les gens qui parlent de ça ont bien suivi les travaux du Front National pendant 30 ans. Voilà. Puisque la seule fois où le Front National a été en situation de pouvoir proposer des lois, c'est lorsqu'il avait un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et où il faisait des propositions de loi. À aucune des propositions de loi du groupe Front National de 86 n'a proposé de revenir sur la loi Veil. Je tiens quand même à le dire. Hein. En revanche, c'était sur le remboursement, sur le non-remboursement de l'avortement non thérapeutique, c'est-à-dire de l'avortement de confort. C'était sur ça. Mais je ne pense pas que ce soit... Il y avait eu un certain nombre de députés à l'époque RPR. Oui, il y avait Jean Foyer. Qui avaient voté cette proposition. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ce qu'a toujours dit Marine, et je ne vois pas pourquoi on lui fait un mauvais procès. Pareil sur l'euthanasie, je n'ai jamais entendu dire ou parler Marine n'est pas favorable à l'euthanasie. Je ne sais pas où l'auditrice a entendu parler de cela, parce que ce n'est pas la réalité du tout. Voilà. Je crois que c'est un faux procès. Elle n'est pas favorable à l'euthanasie, c'est bien ça. Elle n'est pas pour l'euthanasie, voilà. Mais je ne sais pas, c'est de mauvais procès, des querelles d'Allemands que l'on fait à Marine sur des choses qui pour le coup n'existent pas. Hein. Vous lisez encore des messages, Henri, parce que ou non? Oui. Alors moi j'aurais une question. Oui, la taxe sur les carburants. Oui, évidemment, un carburant. Quand vous faites votre plein aujourd'hui, que vous avez un salaire modeste... 70%, je crois, de taxes. Oui, donc voilà, c'est évidemment, il faut baisser les taxes sur le carburant et peut-être même avoir un prix plafond. Ouais. Mais on ne peut pas continuer sur ce prix du carburant qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent et les modestes, les plus modestes entre nous, ont les pires difficultés pour aller travailler. La voiture n'est pas un loisir aujourd'hui, c'est souvent un instrument de
C'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Alors, on n'a pas du tout abordé les questions de politique étrangère, mais enfin, on peut pas tout aborder, mais j'aimerais que vous nous donniez un peu votre avis à propos de ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Parce que, je voudrais vous parler, les élections en Tunisie qui ont lieu dimanche prochain. Je trouve que je lis, comme je lis toute la presse, je lis notamment le Nouvel Observateur, et je lis donc l'éditorial de Jean Daniel, c'est mon espèce de pain-somme de la semaine. J'ai abandonné depuis longtemps la chronique de Bernard-Henri Lévy à la dernière page du Point parce que c'est trop dur. Mais trop difficile pour moi parce que je risque de tout jeter par la fenêtre. Mais donc, Jean Daniel a la même technique depuis plus de 50 ans. C'était la même technique au moment de la guerre d'Algérie. Et alors, il était favorable donc à l'indépendance, mais sous certaines conditions. Et alors, depuis, il avait fait un éditorial extraordinaire au début des années 80 en disant l'indépendance de l'Algérie et le retour à l'arrivée a permis à ce pays de devenir un grand pays démocrate. Et il y avait une petite étoile. Alors, on se repérait tout envoyé, sauf pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes composant la majorité de la population posaient un problème. Et on a l'impression un peu aujourd'hui que tous les gens, c'est formidable, la démocratie, Ben Ali qui est un salaud, une ordure, etc. Et puis vous avez... et maintenant, on vous dit, ah là là, mais c'est très très inquiétant, les islamistes risquent de remporter les élections en Tunisie. Voilà. C'est très inquiétant. Voilà. Donc j'aimerais avoir un peu votre avis, parce que on a eu... il y a eu une espèce d'enthousiasme pour ces espèces de révolutions. Alors, et les gens n'ont pas vu les tenants et les aboutissants. On a quand même une chance au Front National, c'est que nous n'avons, jamais soutenu ces dictateurs, quels qu'ils soient. Nous n'avons jamais soutenu M. Ben Ali, nous n'avons jamais soutenu M. Kadhafi, nous n'avons jamais soutenu M. El-Assad père, puis El-Assad fils, pour des raisons d'ailleurs historiques. Je rappelle quand même l'affaire du Drakkar au Liban, en ce qui concerne la Syrie. Je rappelle les morts quand même de monsieur Kadhafi, du régime de Kadhafi, la guerre qu'il a fait, et des morts français quand même. Et puis je rappelle la Tunisie, l'espèce de système de corruption. Mais de tous ces pays-là quand même, la Tunisie paraissait, entre guillemets, le plus libéral. Ben Ali, c'était certes un système corrompu. Socialiste, faut-il le rappeler. Oui, bien sûr. Mais tous international socialiste. Tous ces régimes sont socialistes. Et donc j'ai l'impression que, évidemment, le régime de M. Moubarak, j'ai l'impression que, c'est pas que l'impression d'ailleurs, que les dictateurs sont partis, ils vont être remplacés par on ne sait quoi, mais ça risque d'être encore plus dangereux. Parce que au moins, avec M. Ben Ali, M. Kadhafi, nous savions à qui nous avions affaire. Je veux dire, les gouvernements français les ont pratiqués. Lisez le dernier livre de Roland Dumas sur Kadhafi, et c'est assez rigolo de voir un peu les relations que la France entretenait avec le régime de M. Kadhafi, ou même avec le régime de M. Al-Assad, etc. Voilà, nous n'avons pas participé à ça, mais aujourd'hui, c'est vrai, la Tunisie n'est pas loin de la France. Et quand on voit tout ce qui se passe à Lampedusa, quand on voit l'Europe passoire, une explosion, une arrivée des islamistes, une explosion à nouveau, ça peut être une deuxième vague de révolution, de guerre civile, peut amener sur les côtes françaises ce qui, je crois, fait partie du fameux livre de Jean Raspail, Le Camp des Saints, l'histoire des bateaux, etc. On n'est pas à l'abri de tout ça. J'ajoute que dans ces pays, il y a un pays dont on ne parle pas. Il faut quand même s'interroger, et pour lequel la France apparemment nourrit une passion exacerbée, c'est l'Algérie. Personne ne parle de l'Algérie. Et pourtant, c'est un pays qui a mis les islamistes au pas d'une manière féroce. Je crois qu'il y a eu, depuis 91 en Algérie, plus de 150 000 morts. Je crois qu'il y a eu plus de morts après 91 que pendant la guerre d'Algérie. Et c'est le gouvernement algérien qui en est le responsable. Et la France entretient, M. Bouteflika, et ce régime, on va dire militaire, idéologique et militaire, socialiste, des rapports assez curieux, et qui conviendra d'ailleurs de regarder attentivement pour le 50e anniversaire l'année prochaine. Parce que c'est important, ça, pour tout le monde, de rapatrier de ce qui va se passer et de ce que vont faire les autorités françaises avec l'Algérie. L'Algérie peut demain connaître des soubresauts. C'est un monde en effervescence. On voit bien, l'Afrique est quand même beaucoup déstabilisée aujourd'hui. Le monde arabe est déstabilisé. On voit bien aujourd'hui que Israël se retrouve bien isolé au milieu de tout cela.
La France est allée faire cette guerre en Libye au nom des droits de l'homme, mais on voit bien ce qu'ils sont en train de devenir. Et il ne faudrait pas que par un effet boomerang, nous prenions en pleine tête, en quelque sorte, nos errements et nos mauvais choix. Voilà. Je pense que nous devons avoir une politique arabe. Je pense qu'il faut préserver les intérêts français, mais il ne faut rien lâcher, il ne faut pas baisser la garde, il faut être vigilant. Mais évidemment, je doute, moi, de la spontanéité de ces révolutions. Voilà, j'ai l'impression que tout cela vient de quelque part. On sera un jour très certainement d'où, mais qu'en tout cas, ce qui se prépare aujourd'hui n'est peut-être pas très bon. Je crois que c'est même Alain Juppé qui l'a dit, il n'y a pas longtemps. Il s'est aperçu que ça pouvait mal tourner. J'espère que ça tournera pas mal pour la France. Après, que chacun puisse gérer son pays comme il l'entend, c'est son affaire. Et après tout, si les pays arabes veulent avoir des dictatures islamistes, c'est leur droit. Le tout, c'est qu'on nous l'impose pas. Alors, ici. il nous reste une dizaine de minutes, mais on va encore lire quelques messages. Alors, quelques messages, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, notre discussion sur les automobilistes a beaucoup inspiré les auditeurs. Les actions des différents gouvernements contre les automobilistes viennent du lobby. Je suis désolé, c'est écrit là, donc je ne verserai rien dans le cochon. Des assurances, donc de la finance. Il y a 12 000 suicides par an et le nombre de morts sur la route est moindre. C'est vrai. Un auditeur, 85% des accidents de voitures ont lieu sur les routes départementales. Alors, nous reprenons le cours de l'émission. Henri, vous avez un peu classé les messages, sélectionné les meilleurs. Il y en a, les meilleurs, c'est beaucoup dire, mais enfin il y en a beaucoup, donc... C'est pas aimable pour les auditeurs, ça. non, ça n'avait aucune volonté négative. Oui, mais c'est dit. Voilà. Lorsque Marine Le Pen, alors un conseil, lorsque Marine Le Pen sera invitée au déjeuner du CRIF, elle sera dédiabolisée. Ah bah ça c'est sûr. Et je vais vous dire, même si elle l'était, elle n'irait pas. Elle l'a dit, très clairement. Voilà, donc je veux dire, la question ne se pose pas. Rappelez, Monsieur Alliot, que si les gens de la droite molle ne s'allient pas avec le Front National, c'est pour obéir au serment du Bnei Brit. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur la question qui n'a pas fait l'objet de poursuites, d'ailleurs, effectivement. Mais c'était une voilà. question qu'il lui fallut poser à M. Van Est. Voilà. Oui, d'accord, donc votre réponse est tout à fait claire, merci. C'est quand même un sujet très intéressant qui a été abordé un certain nombre de reprises à ce micro, mais aussi ailleurs, sur lequel on n'a toujours pas de réponse précise. Madame Le Pen est-elle ou non favorable à la proportionnelle intégrale pour les élections législatives? Voilà. Oui, évidemment. Et puis, mais on va en reparler. Peut-être une dernière question, parce qu'effectivement le temps passe. Il faut que Marine Le Pen se défende, car elle a été traitée par Madame Parisot d'antisémite. C'est très grave. Pauvre Madame Parisot. Non, on va pas la plaindre. Bon, je vous en prie. Donc, on va parler un peu du mode d'élection. Voilà. Ce qui me paraît plus intéressant. Mais la proportionnelle, nous y sommes favorables à toutes les élections, pour le coup. Et donc, je crois que nous sommes aujourd'hui les seuls sur ce créneau, parce que les socialistes en parlent systématiquement, mais lorsqu'ils sont aux affaires, ils ne le font jamais. Le seul qui a eu le courage de le faire, ça a été François Mitterrand. Et c'est la droite, là encore, qui pour pénaliser le Front National, est revenu sur le... C'était la première mesure adoptée, première mesure importante votée au Parlement, en 86. Ça a été, en 88, c'était la première mesure, ils ont supprimé la proportionnelle. Voilà. Alors, il y a juste après 86. Les arguments sont d'ailleurs fallacieux. On vous dit, à la proportionnelle, il n'y a pas de majorité, alors qu'au majoritaire à deux tours, il y a une majorité. Je rappelle qu'en 86, à la proportionnelle, il y avait une majorité. Chirac avait la majorité sans les élus du Front. Bon, en 88, rétablissement du majoritaire à deux tours, Mitterrand n'avait pas la majorité. Il a été obligé de faire l'ouverture pour s'allier à lui les fameux ministres d'ouverture avec Soissons et quelques autres. Donc, je veux dire, cet argument n'est pas valable. La proportionnelle est le scrutin le plus juste dans la représentation des opinions. Et lorsqu'il ne permet pas de dégager une majorité, ils l'ont d'ailleurs déjà fait pour les régionales en 98, il existe des mécanismes qui permettent aussi de faire voter les budgets et d'assurer la continuité de l'institution sans aucun problème. Mais la proportionnelle aujourd'hui, c'est justement un élément moteur et l'une des premières revendications de notre programme. Alors, on a fini un peu avec les questions. Très bien. Alors, il y a une question que je voudrais aborder très rapidement. Peut-être c'est vous, Louis Alliot, qui parlez. Je pense qu'ici, vous parlez pas au nom du Front National. Vous avez votre propre avis. C'est
Pensez-vous, ça va me permettre de faire la transition, mais c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Pensez-vous qu'on va vers une véritable catastrophe économique? Donc c'est assez personnel, mais voilà. Oui, je pense qu'on y va tout droit, oui. Je pense que l'Europe, et d'ailleurs l'agitation des dirigeants est de ce point de vue-là emblématique. Si aujourd'hui Sarkozy part en Allemagne dès ce soir, je pense que nous pouvons connaître des situations à l'Argentine ou des choses comme ça, et que c'est assez grave. L'économie est menacée, et je crois que les Français évidemment ne se rendent pas bien compte parce qu'on leur a masqué la vérité, mais que le torchon brûle. Oui, et vous pensez que ça peut brûler dans combien de temps? Non, parce que ce qui est extraordinaire, c'est l'exemple typique, là, vous parliez de désinformation, ce qui est extraordinaire, la semaine dernière, bon, la banque Dexia avait faillite. Parce que on vous dit, c'est le démembrement, personne n'a parlé de la faillite, c'est la banqueroute, c'est terminé, la banque des collectivités locales, dans laquelle a été investi plus de 3 milliards d'euros en 2008. Déjà? Faut toujours se souvenir, parce que 3 milliards, on ne sait pas ce que c'est. Le chiffre d'affaires du tourisme à Venise, c'est 1,9 milliard par an. Et donc c'est là un endroit où vont des millions de touristes et où ils dépensent de l'argent. 1,9 milliard. C'est le chiffre du tourisme. Voilà. Et quand vous voyez 3 milliards en 2008 et que là ils redemandent de l'argent. Quand on vous dit aujourd'hui le fameux fonds là, européen, voilà. 2000 milliards, que l'on parle de 4000 milliards, on s'imagine même pas ce que c'est. Et quand l'on sait que la France représente 21% de cet argent qui est sur la table, que nous n'avons pas, mais il est sur la table, ça veut dire que la France demain pourra être amenée à garantir plus de 400 milliards d'euros dans cette espèce de tonneau des Danaïdes dont nous ne sortirons pas. C'est pour ça que quand Sarkozy a dit, je crois hier, l'avenir de l'Europe se joue dans les 10 jours, il peut se passer des choses importantes et l'Allemagne peut ne pas jouer le jeu, parce qu'après tout, elle ne veut pas payer pour la faillite des autres, hein, et pour la mauvaise économie des autres, pour les difficultés économiques des autres, et il faudra bien qu'un système alternatif émerge. Mais là, que fait Sarkozy? Il veut gagner du temps. Et ils sont tous d'ailleurs à droite et à gauche pour gagner du temps, pour que le chaos n'arrive pas avant l'élection présidentielle. Parce qu'ils savent que s'il y a un gros coup avant l'élection présidentielle, peut-être seront-ils emportés, droite et gauche, dans le torrent de leur turpitude et leur responsabilité dans cette affaire, et que les Français se tourneront vers des gens qui n'ont jamais vu aux affaires, qui ont prévu un certain nombre de choses et qui sont tout à fait capables de gérer les affaires de la France. Oui, parce que pour en revenir, donc à la banque Dexia, ce qui est personne n'a dit que c'était une faillite. Or, c'est la première faillite d'une banque. Là, elle est belgo-française. Bon, mais il va y avoir d'autres faillites de banques l'année prochaine. Je pense que la première, ça va être la Société Générale. Ça nous pend au nez. Non, pour être très clair, ça nous pend au nez. Il va y avoir plusieurs dizaines de banques européennes qui, l'année prochaine, en début d'année, vont faire faillite, voire d'ici la fin de l'année. La recapitalisation des banques qui a été, c'est 359 milliards, je crois, d'euros. On voit bien que la difficulté, elle est là. On a vécu au-dessus de nos moyens, pardon. Et plus nous nous enfonçons, plus l'argent que nous empruntons est cher, plus nous creusons le trou. C'est un système qui n'en finit plus. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que ça explose. Oui. Donc j'y crois, oui, je crois à l'explosion. Voilà. Et on peut considérer que si un tel événement se produit, ça ne sera pas défavorable au Front National dans les urnes. Ça, je n'en sais rien, j'espère. Mais vous savez, le peuple français est assez imprévisible. On n'en sait rien, mais je pense effectivement que la droite et la gauche seront pointées dans leurs responsabilités et que nous apparaîtrons pour une alternative crédible, en sachant que la Révolution française s'est faite avec des choses bien moins graves et bien moins importantes que celles qui sont aujourd'hui, que nous subissons aujourd'hui. Alors, je vous remercie Louis Alliot. Donc, je vous rappelle, je recevais ce soir Louis Alliot, vice-président du Front National et directeur opérationnel de la campagne de Marine Le Pen.